Sois ta propre banque centrale. Be your own central bank. Salut, c'est Max. Alors aujourd'hui, on va parler d'une idée qui est vraiment, tu vois, un concept qui est vraiment fondamental, qui est vraiment à la base de la souveraineté financière et donc de la liberté financière, d'accord? Alors c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi-même, c'est quelque chose qui vient d'un certain Gregory Mannarino, ok? Gregory Mannarino, donc que vous pouvez retrouver aussi hein, sur YouTube, donc il y a une chaîne YouTube du même nom, Gregory Mannarino avec 2 N. Et donc, alors ce monsieur, c'est voilà, ça fait à peu près 10 ans hein, qu'il est sur YouTube, un monsieur que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup. Il parle beaucoup de marché financier, mais il a vraiment une compréhension au niveau géopolitique, voilà, un niveau un petit peu plus élevé que la moyenne des gens de toutes ces choses-là. Et donc le concept en question, c'est le suivant. Be your own central bank, ok, sois ta propre banque centrale. Et donc c'est de ça dont on va discuter dans cette vidéo. Donc j'imagine que tu es au courant, d'accord, on n'a pas toujours utilisé des monnaies digitales type carte bleue, compte en banque électronique, tout ça. On n'a pas non plus toujours utilisé des monnaies papier, d'accord. À une certaine époque, on utilisait d'autres types de monnaies, notamment les métaux précieux, l'or et l'argent, mais aussi d'autres choses, d'accord. Alors les monnaies papier, c'est quand même pas tout neuf, ok. Ça aurait été inventé, ça aurait été utilisé hein, pour la première fois en tout cas. L'occurrence la plus ancienne dont on ait des traces, c'est en Chine, à peu près aux alentours de 600 après Jésus-Christ, d'accord. Et voilà, c'est des empereurs chinois ou peut-être des souverains un petit peu locaux chinois qui testent un petit peu ce type de technologie, d'accord. Et voilà, systématiquement, en fait, ça échoue, hein, d'accord. Systématiquement, en général, ça dure quelques dizaines d'années hein, quand même, les monnaies de papier, mais systématiquement, les systèmes basés sur les monnaies papier, donc ce qu'on appelle monnaie fiduciaire. Hein. Pourquoi fiduciaire? Parce que c'est des monnaies qui impliquent une certaine confiance, on y revient tout de suite. Mais voilà, au bout de quelques dizaines d'années, ces systèmes s'écroulent. Pourquoi? Eh bien parce que, voilà, je parlais de confiance. La confiance, en fait, c'est la confiance qu'on doit forcément avoir dans la personne qui crée les billets en papier, d'accord, ou les pièces de monnaie, d'accord. Quand vous êtes sur un système comme ça, en fait, par nature, eh bien, ça peut pas être laissé à tout le monde, en fait, de pouvoir créer ces machins-là, ces symboles un petit peu de valeur qu'on utilise et qu'on s'échange. Donc voilà, comme jusqu'à récemment, on n'avait aucun système d'information, tu vois, de technologie de l'information qui nous permettait d'avoir un système décentralisé pour créer ça, eh bien, c'était toujours historiquement centralisé. Voilà, en général, c'était voilà, le trésor, alors je sais pas comment on appelait ça, tu vois, les finances publiques, etc. En gros, il y a des gars qui ont le pouvoir sur ce système-là et puis qui peuvent créer les billets. Et donc, voilà, systématiquement, ça échoue parce que fatalement, mais quand tu laisses un tel pouvoir à des gens, il vient toujours un moment où ils vont en abuser, voilà, soit par cupidité, soit même par nécessité. Hein, voilà, si vous avez un gros problème dans votre pays et que vous avez le choix entre peut-être laisser crever des gens et imprimer du papier, vous allez imprimer du papier. Et puis inversement, voilà, ça peut aussi vous permettre de mener des guerres, d'aller conquérir du territoire, de pouvoir un petit peu créer de la richesse, un peu créer cette illusion de richesse, d'accord? Puisque c'est bien de ça dont il s'agit, hein, d'accord? Le papier de la monnaie, d'accord? Quand tu utilises une monnaie papier, à la base, la manière dont ce type de système démarre, c'est toujours par un adossement du papier à quelque chose de réel, d'accord? On part toujours, là, typiquement, on part avec un stock d'or, on dit, voilà, j'ai 1 kilo d'or, et pour chaque gramme d'or, je vais créer un billet. Et donc, il y a une confiance au sein du public que chaque billet est adossé à 1 gramme d'or et on commence à se les échanger, d'accord? Sauf que quand les mecs en charge commencent à imprimer des billets et des billets, alors au début, ils vont toujours vous assurer qu'ils se démerdent toujours pour avoir l'or dans les coffres, mais comme personne va vraiment vérifier régulièrement, et puis voilà, même les mecs qui sont censés vérifier, on ne peut jamais totalement leur faire confiance. Eh bien, si tu veux, tout ce système de monnaie papier, ça se base sur de la confiance et c'est donc une illusion, voilà, une croyance qui est entretenue. Et donc le système perdure tant que la croyance perdure, d'accord? Et en général, ces systèmes finissent par s'effondrer lorsque, il y a tellement d'abus, si tu veux, il y a tellement d'impressions monétaires, c'est ça qu'on appelle voilà, la création monétaire, c'est la création de ces symboles
de valeur qu'on appelle la monnaie, les devises. Il y a tellement d'impression monétaire au bout d'un moment que la confiance s'évanouit, le public commence à se rendre compte qu'en fait derrière ces bouts de papier il n'y a plus rien et donc on en arrive fatalement à des phénomènes, ce qu'on appelle d'inflation des prix qui résulte donc de l'inflation préalable de la masse monétaire et d'une perte de confiance du public. Voilà. Bon, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas vraiment ça, d'accord? Ça, c'est simplement pour te faire une petite intro sur ce qui se passe en général quand on a recours à des systèmes de monnaie fiduciaires centralisés, basés sur la confiance, etc. Et du coup, c'est quoi le système monétaire actuel? Bah, c'est pas très différent en fait sur le principe, d'accord? Aujourd'hui, on n'utilise plus autant de monnaie papier, même si on en a toujours, mais ça représente une infime partie, si tu veux, des unités de compte qu'on utilise et qu'on appelle monnaie ou devise. On utilise aujourd'hui surtout de la monnaie digitale, d'accord? De la monnaie électronique. Donc en fait, si tu regardes, ben c'est pareil en fait. Okay, on est toujours dans un système où on fait confiance à une entité centralisée pour imprimer des unités de compte et pour garantir le fait qu'il y ait une certaine valeur, si tu veux, derrière. Sauf que voilà, aujourd'hui, si tu veux, on allait tellement loin dans cette technologie, tu vois, dans ce système monétaire basé sur un petit peu du virtuel, tu vois, sur de la confiance, qu'on n'a même plus, si tu veux, officiellement un adossement entre nos unités de compte et des trucs réels. Tu vois, il y avait une époque où tu pouvais te pointer à la Banque de France avec un billet. Alors bon, je ne sais pas comment ça se passait, tu vois, mais en tout cas, c'était garanti par la loi que tu pouvais échanger tes devises fiduciaires contre de l'or physique ou voilà, quelque chose de physique. Aujourd'hui, si tu te pointes à la banque, alors je ne sais même plus où est-ce qu'il faut se pointer aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à la BCE ou à, voilà, bref. Mais si tu te pointes avec un billet de 10 euros, voilà, bonne chance pour qu'ils te donnent autre chose qu'un autre billet de 10 euros, ou peut-être qu'ils seront sympas, ils te donneront deux billets de 5 euros, tu vois. Mais je pense que ça ira pas plus loin que ça. Voilà, donc aujourd'hui, on est donc dans un paradigme, si tu veux, où on a coupé un peu, tu vois, le cordon ombilical qu'on avait jusqu'à une certaine époque, avec des choses telles que les métaux précieux, tu vois. Alors je crois que c'était en 1971 ou 73, je sais plus, voilà, dans ces eaux-là, que le président Nixon aux États-Unis a en fait mis un terme à la convertibilité du dollar en or, d'accord, tout simplement parce qu'il y avait une perte de confiance dans le dollar à cette époque-là et que comme il y avait encore légalement la possibilité pour les détenteurs de dollars d'aller l'échanger contre de l'or, aux États-Unis, les gens le faisaient et ça commençait à devenir un gros problème, d'accord? Donc depuis cette époque-là, Nixon, donc, ayant mis fin à la convertibilité du dollar en or et quasiment la totalité des autres monnaies, enfin pas la totalité, mais une très grande partie des autres monnaies sont en fait des monnaies adossées au dollar, d'accord? Eh bien, si tu veux, tu comprends que on n'a plus aucun lien entre notre système monétaire, d'accord, un petit peu fictionnel, un petit peu voilà, même totalement basé sur de la confiance, et quelque chose de tangible, quelque chose de réel, d'accord. Et d'ailleurs, De Gaulle avait prévenu contre ça. Je vais voir si je vous trouve un petit extrait là, de ce qu'il raconte, ou peut-être je vous mettrai un lien dans la description. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. D'ailleurs, il donnait un petit peu l'impression qu'il était le seul à l'époque à comprendre quel tour était en train de nous jouer les États-Unis. Voilà, bien entendu, tout cela étant lié avec le système du pétrodollar en général, etc. Bon voilà, je ne rentre pas dans les détails là-dessus. Et donc de quoi je parlais déjà? Ah oui, je comparais les systèmes monétaires un peu à l'ancienne, où on était 100% sur du papier, avec les systèmes monétaires électroniques qu'on a aujourd'hui. Donc c'est super, hein, les systèmes électroniques, ça permet en fait de contrôler vachement mieux en fait ce qui se passe avec la monnaie, d'accord? Le souci des systèmes monétaires de papier, c'est que c'était difficile pour le mec en charge, le trésorier ou je ne sais quoi qui imprimait la monnaie, de savoir exactement qui avait obtenu combien de monnaie et voilà, qui se l'était échangé et où est-ce qu'il en restait, combien on avait exactement en circulation, à quelle vitesse elle circulait, etc. etc. À l'époque, c'était un petit peu impossible de faire tout ça et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'était dur de maintenir de tels systèmes pendant plus de quelques décennies, notamment lorsque la confiance commençait un petit peu
à disparaître, c'était un petit peu difficile de pouvoir gérer la situation, si tu veux, vu que tu n'avais aucune idée vraiment de ce qui se passait avec la monnaie que tu avais déjà créée, tu ne savais pas qui en avait combien, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cas-là, d'accord? Depuis pas mal d'années, de décennies maintenant, on utilise des monnaies électroniques et donc on a une quantité de données qui est vachement plus importante sur qu'est-ce qui se passe avec cette monnaie, d'accord, les prix des différents actifs, où est-ce que l'économie est en état de stress, où est-ce qu'on a besoin un petit peu de rajouter de la liquidité ou d'en retirer, d'accord. La liquidité, c'est super important, d'accord, dans une économie financiarisée, c'est super important. La liquidité, c'est tout simplement si tu veux, la facilité qu'il y a à effectuer ces échanges. C'est un petit peu, voilà, si tu as énormément de demandes et énormément d'offres pour un certain actif, tu vas avoir énormément d'échanges et donc tu vas avoir une très bonne liquidité. C'est-à-dire qu'en cas de problème, tu vois, s'il y a une partie des investisseurs, des traders, je sais pas quoi, tu vois, des acteurs de ce système qui commencent à stresser, à avoir un petit peu peur, ils vont trouver en face des acheteurs pour récupérer ce dont ils veulent plus, tu vois, ça va se tasser un petit peu. Les gros problèmes type crise financière, type voilà, crack financier, etc. En fait, c'est des gros problèmes de liquidité, d'accord? C'est lorsque tout le monde se retrouve du même côté du bateau, d'accord? C'est lorsque tout le monde veut vendre au même moment et qu'il n'y a plus d'acheteurs en face. Voilà, il n'y a plus de liquidité. Et donc à ce moment-là, c'est là que les prix chutent de manière vertigineuse parce que le seul moyen de retrouver de la liquidité, de retrouver des acteurs, de retrouver des acheteurs, c'est de faire baisser les prix tout simplement. Voilà. Et donc le fait d'avoir des monnaies électroniques aujourd'hui, c'est super pratique en fait pour gérer ces problèmes de liquidité, d'accord? Regardez bien ce qui s'est passé pendant la crise de 2008, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise de 2008 quand on renfloue des banques, d'accord? Quand on leur redonne du capital gratuitement, c'est bien en fait qu'on leur redonne de la liquidité, d'accord? Pour pouvoir intervenir sur les marchés, pour continuer à faire tourner l'économie, d'accord? Et notamment après la crise de 2008, on est passé, donc dans une de mes dernières vidéos, je parlais du fait que les marchés de capitaux, d'actifs, etc. sont devenus un peu captifs des banques centrales. Pourquoi est-ce que je disais ça? Eh bien tout simplement parce que les banques centrales, depuis la crise de 2008, sont devenues en fait les fournisseurs de liquidités par excellence, en fait, numéro 1 du marché. C'est-à-dire que depuis 2008, afin d'éviter toute nouvelle panique, d'accord, afin de maintenir le statu quo le plus longtemps possible et de ne rien laisser paraître de la situation véritable de nos marchés financiers, on a des banques centrales qui jouent un petit peu les éteigneurs d'incendies financiers, tu vois, en allant arroser les marchés avec de la liquidité toute fraîche dès qu'il y a besoin. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes d'assouplissement quantitatif, d'accord, qui ont été mis en place, d'accord, QE pour quantitative easing ou assouplissement quantitatif en français, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant on a, alors il y a plusieurs banques centrales qui ont joué à ça ces dernières années, et si tu regardes bien, ils ont un petit peu alterné, tu vois, chacun leur tour à jouer à ce jeu-là. Ça leur permettait, tu vois, de le faire un petit peu et ensuite de passer le relais à leurs copains pour dire que eux ils avaient résolu la situation, puis en fait 2 tours plus tard ils recommençaient, etc. Donc de quoi il s'agit? C'est le QE, d'accord. Il s'agit tout simplement pour ces banques centrales d'aller racheter des actifs. Alors il y a différentes manières de le faire, voilà. Soit vous allez aller racheter des actifs directement over the counter, comme on dit, OTC, d'accord, c'est-à-dire de la main à la main à des institutions financières, d'accord. Ça peut être des banques, tu vois, qui détenaient des actifs pourris depuis la crise de 2008, tu vois, ce genre de choses. En général, c'est quand même plutôt des institutions financières parce que le but, c'est de leur filer de la liquidité, donc du cash, du dollar, de l'euro, pour qu'ils aillent ensuite théoriquement réinvestir dans l'économie. Mais bon, en pratique, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent cet argent et puis soit ils rachètent leurs propres actions, soit ils vont spéculer dans les marchés financiers parce que ça rapporte bien mieux que d'investir dans l'économie réelle, surtout quand vous avez la garantie que la banque centrale derrière va refiler du fric à vos collègues également pour qu'ils fassent la même chose. Voilà. Donc c'est ça qui se passe en pratique, l'assouplissement quantitatif, c'est des banques centrales qui vont acheter des actifs, soit over the counter, soit de la main à la main, soit également directement sur le marché, ce qu'on appelle open market operations, d'accord. Donc elles vont directement acheter des actions d'entreprise, acheter des obligations d'État, acheter un petit peu tout ce qui bouge, quoi, tout ce qui menace d'arrêter de monter. Elles y vont et puis elles envoient la liquidité, elles achètent tout ça. Et donc ça c'est vachement pratique avec la monnaie électronique, d'accord, parce que c'était bien plus difficile à faire quand on avait de la monnaie papier, d'accord. C'était bien plus visible aussi quand on essayait de faire ça, d'accord. Le fait d'avoir de la monnaie électronique et de pouvoir intervenir sur les marchés de manière un petit peu plus discrète, même si officiellement ils doivent quand même annoncer certaines choses, il y a énormément de choses qui sont faites dont le public n'est jamais informé, bien entendu, d'accord, il ne faut pas non plus être complètement naïf.
Donc voilà, la monnaie électronique, ça permet de faire ça, donc ça permet de prolonger, si tu veux, l'illusion que tout va bien, ça permet de prolonger un petit peu le paradigme monétaire, tu vois, l'utopie un petit peu de la monnaie infinie. Simplement, bah voilà, le sujet de la vidéo, c'est la souveraineté financière, soit ta propre banque centrale. Pourquoi? Parce que tu te rends bien compte que même si on peut prolonger l'illusion, il y a un moment donné où tu comprends bien que c'est plus possible, d'accord? Il y a un moment donné où tu touches aux limites physiques d'un système, où tu touches aux limites psychologiques, tu vois, des gens, tout simplement. Il y a un moment où simplement, tu vois, le fait que ça fasse 10 ans qu'on évolue dans un monde où les marchés financiers ont l'air de monter à l'infini sans jamais s'arrêter. Tu comprends bien que ça a un impact sur le comportement des gens, d'accord? Les gens, quand ils se trouvent dans un environnement comme ça, ils deviennent de plus en plus complaisants, d'accord? Ils vont prendre beaucoup plus de risques à la longue et ils vont finir par prendre des décisions irrationnelles. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ok? Aujourd'hui, on a maintenant plusieurs dizaines de trillions de dollars de valeur de prêts en obligations d'État ou en obligations pour les corporations qui sont aujourd'hui à taux négatif, d'accord? On a des États aujourd'hui qui empruntent à taux négatif, d'accord? On marche un petit peu sur la tête dans certains domaines et ça a tendance à s'accentuer. Donc, si tu veux, ce genre de situation, c'est des situations qui ne sont pas naturelles, d'accord? C'est des situations qui sont totalement artificielles et ça ne peut pas durer éternellement. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il va y avoir un crash financier majeur demain, d'accord? Il y a différentes manières dont ce genre de processus peuvent se produire, d'accord? Voilà, on en reparlera d'ailleurs de ça. Ces questions de crash financier ou pas, ça pourrait tout aussi bien être, tu vois, une inflation jusqu'à l'infini ou ce genre de choses, ok? Et puis c'est des processus, ok? C'est pas des choses qui se passent du jour au lendemain, c'est des processus qui se passent sur plusieurs années. Donc il faut bien comprendre de quoi il s'agit avant d'en tirer des conclusions un peu hâtives. Simplement, voilà, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu comprends bien que dans un système comme ça, toi, en tant qu'individu qui essaye d'atteindre, tu vois, la souveraineté financière, tu vois, peut-être la liberté financière, la liberté tout court, tu comprends bien que tu as un problème, en fait, dans un système comme ça, ok? Le problème, c'est que, bah, si tu veux, tu travailles a priori pour de l'argent, au moins en partie, d'accord? Et quand tu gagnes de l'argent, si tu en gagnes suffisamment, il t'en reste un petit peu, enfin je te le souhaite, tu vois, et plus il t'en reste, plus tu as besoin de pouvoir le stocker pour l'avenir, ok? C'est normal, c'est pour ça qu'on a inventé la monnaie, d'accord? C'est pouvoir stocker la valeur de notre travail et pouvoir l'utiliser ensuite dans des échanges de valeur. Donc, si tu veux, c'est super important dans un contexte comme ça, ok, que ton épargne, hein, donc la valeur que tu stockes, eh bien, conserve sa valeur, hein, justement, d'accord? Ton épargne doit conserver sa valeur, ok? Ça, c'est quand même la base, ok? Si tu stockes aujourd'hui 1000 euros, d'accord, et que tu comptes les garder 10 ans, ben, malheureusement, si tu veux, c'est une mauvaise idée, en fait. D'accord? Pourquoi c'est une mauvaise idée? Alors attention, je ne te donne pas de conseils financiers ou quoi que ce soit, mais à mon avis, ça me semble être une mauvaise idée parce que ça va être quoi la valeur de 1000 euros dans 10 ans? Tu vois, ça va être quoi? Je sais pas, ça va être quoi le SMIC dans 10 ans? Ça va être quoi? Tu vois, si le SMIC aujourd'hui, je sais pas à combien il est aujourd'hui le SMIC, tu vois, en brut, il est peut-être à 1400, quelque chose comme ça. Si le SMIC dans 10 ans, il est passé à 1500, 1600, 1700, tu vois, peut-être 1800 euros. C'est quoi la valeur de tes 1000 euros? D'accord? Ça va te payer combien 1000 euros? Ça sera quoi un loyer dans 10 ans? Tu vois, ça sera quoi un panier type au supermarché dans 10 ans? Tu te rends bien compte que dans 10 ans, tes 1000 euros, tu vois, instinctivement, déjà rien que comme ça, tu comprends instinctivement qu'ils auront probablement perdu aux alentours de 30% de leur valeur. Tu vois, tu achèteras probablement 30% de choses en moins avec tes 1000 euros dans 10 ans. Et ça, c'est si le statu quo est maintenu, d'accord? C'est si pendant les 10 ans qui viennent, on reste à peu près dans la même situation, tu vois, et qu'il n'y a pas de problème majeur ou qu'il n'y a pas un gros changement de paradigme au niveau financier, au niveau sociétal. Ok? Donc si tu veux, en tant que mec qui cherche, tu vois, à pas patiner dans la semoule toute sa vie, tu vois, en tant que mec qui cherche à épargner, à investir, tu vois, à avoir peut-être des revenus passifs, ben, il faut à un moment donné que tu aies un moyen de sauvegarder cette valeur sur la durée, d'accord? Des fonds de sécurité, tu vois, des investissements à bas risque qui vont juste conserver leur valeur. Et donc là, tu te rends compte que le système banque centrale, monnaie fiduciaire, tu vois, ce genre de choses, bah, ça fonctionne pas pour ça, ok? C'est pas mal pour l'échange de valeur à court terme, d'accord? Pour faire des transactions, etc. Ça reste encore correct, tu vois, même si on a des trucs qui commencent à arriver qui sont un peu plus intéressants du côté des crypto-monnaies. Mais en tant que stock de valeur, c'est clairement,
c'est dépassé, quoi. C'est terminé l'époque où on mettait des matelas sous le... Pardon. C'est dépassé, quoi. C'est terminé l'époque où on mettait des billets sous le matelas et on gardait ça pendant 20 ou 30 ans, tu vois. Ça, je veux dire, si aujourd'hui tu retrouves les billets de ta mamie sous un matelas, tu comprends bien qu'ils vont plus valoir grand-chose, ok? Et donc voilà, soit ta propre banque centrale, c'est ça en fait. C'est arrête, tu vois, de faire confiance à ta banque centrale, à la Banque centrale européenne, à la Réserve fédérale américaine ou je ne sais quoi. Arrête de faire confiance à ces entités, à ces institutions pour protéger tes intérêts, d'accord? Tu comprends que ce sont ces institutions qui sont garantes de la valeur de la monnaie que tu utilises. Donc si tu utilises cette monnaie pour stocker ton temps, tu vois, ton énergie, tout le travail que tu as investi, eh bien c'est comme si tu travaillais en fait, tu vois, et puis qu'ensuite tu leur donnais, tu leur déléguais, tu vois, la responsabilité de préserver le fruit de ton travail, tu comprends? Donc voilà, si tu veux, tu as le choix, quoi. Tu peux continuer à faire confiance à ces institutions, à ces entités qui clairement, si tu veux, ne partagent pas du tout tes intérêts personnels à toi, d'accord? Tu peux leur faire confiance pour qu'elle continue, si tu veux, à manager ce qui te sert de stock de valeur, tu vois, ce dans quoi tu vas mettre toute ton énergie, tout ton travail, tout le temps que tu vas passer, d'accord, tu vas le stocker dans une monnaie fiduciaire et à ce moment-là, tu fais confiance à ces entités pour eh bien, sauvegarder la valeur de ton travail, d'accord, et donc voilà, et elles ont, si tu veux, elles ne te doivent rien, d'accord, c'est-à-dire que si elles ne le font pas, tu n'auras simplement aucun recours. Ou alors tu peux faire comme moi et tu peux te poser la question: quelles sont les alternatives, ok? Est-ce qu'il y a des alternatives à cette situation? Est-ce que je suis vraiment obligé de mettre toute la valeur que je produis par mon travail, par mon temps, dans cet actif, tu vois, dans cette monnaie, dans cette unité de compte qui en fait perd de sa valeur chaque année, tu vois, et clairement, je veux dire, c'est prouvé, c'est connu, d'accord, c'est même officiel, d'accord, il y a même des chiffres officiels de l'inflation qui sont autour de 2%, d'accord, même si l'inflation réelle est très probablement bien plus élevée. Voilà, c'est certain en fait. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des alternatives à cette certitude que tu vas perdre de la valeur en stockant eh bien, le fruit de ton travail dans des devises fiduciaires? Eh bien oui, il existe pas mal d'alternatives, d'accord? Et c'est simplement une question de s'y intéresser et de s'éduquer sur le sujet, d'accord? C'est même pas des trucs très compliqués à mettre en œuvre, ok? Donc la première alternative, d'accord, le truc qui est le plus évident, le plus classique, le truc qui a marché pendant des milliers d'années, d'accord, et qui n'a jamais cessé de fonctionner, c'est les métaux précieux, ok? Typiquement l'or et l'argent, d'accord? Alors l'argent, ça va être peut-être un peu plus volatile que l'or. L'or, ça va vraiment être, tu vois, le truc, la sécurité, on va dire. Et voilà, et simplement, tu vois, rien qu'en allant regarder du côté des métaux précieux, déjà, tu as une alternative qui est super crédible, qui est super sérieuse, dans laquelle tu peux stocker de la valeur. Okay, la première raison pour laquelle je considère que l'or, c'est une très bonne alternative aux devises fiduciaires, si tu cherches à stocker de la valeur, tu vois, et à te protéger un petit peu des effets néfastes de la politique monétaire, des crises financières, tu vois, des turbulences un petit peu que tu peux avoir dans la société, c'est eh bien le fait que tu vas avoir une souveraineté totale sur cet actif si tu le possèdes physiquement, d'accord? Si tu possèdes aujourd'hui une pièce d'or, ok, bon bah tu es responsable de sa sécurité, ça c'est une chose. Ok, c'est peut-être pas aussi rassurant que d'avoir des sous en banque, n'empêche que c'est quelque chose qui est directement sous ton contrôle. Ok, et ça pour moi c'est important en termes de souveraineté, d'accord? Bien sûr, ça représente également un risque, ça veut dire que tu es responsable, d'accord, du stockage de cet actif que tu possèdes, ok? Tu es responsable de sa sécurité si tu as un cambriolage, voilà. Alors après tu peux avoir des assurances, il y a tout un tas de systèmes, tu peux même stocker ça dans un coffre qui est contrôlé par une tierce partie, hein. Dans ce cas-là tu comprends que tu perds de la souveraineté, donc voilà, l'équilibre c'est un petit peu personnel, c'est un petit peu à toi de déterminer comment tu veux le faire. N'empêche que pour moi l'or c'est un actif qui est extraordinaire parce que c'est un actif qui est très dense en valeur, d'accord? Si tu as simplement une pièce d'or de 30 grammes, ça va valoir peut-être 1500 balles, tu vois, quelque chose comme ça. Donc le fait que ça soit de la valeur concentrée comme ça dans des petits volumes, eh bien ça le rend quand même assez pratique. Tu peux quand même stocker pas mal de valeur, d'accord? Notamment si tu n'as pas, voilà, si t'as pas des centaines de milliers d'euros à stocker ou des millions, tu peux t'en sortir avec quelques pièces d'or que tu caches dans un endroit qui est vraiment sécurisé, ok? Et puis voilà, bien sûr, alors pourquoi l'or au point de vue purement, tu vois, au point de vue financier, on va dire, en dehors de ces considérations de souveraineté, l'or c'est un stock de valeur historique, ok? L'or c'est utilisé depuis des milliers d'années, d'accord? Aussi loin qu'on s'en souvienne, les gens utilisaient l'or pour stocker de la valeur tout simplement, et donc en termes de confiance, si tu veux, que tu vas pouvoir récupérer la valeur que tu as stockée dans cet actif, c'est quand même un des trucs dans lequel tu peux avoir le plus confiance, d'accord, sur cette planète, ok? Alors après, tu vas avoir les autres métaux précieux, d'accord, l'argent qui est relativement similaire à l'or, mais également d'autres trucs un peu plus exotiques comme le platine, etc. Donc voilà, je te laisse faire tes propres recherches si ça t'intéresse, si tu as envie d'augmenter ta souveraineté financière. Il n'y a pas que les métaux précieux type monétaire, tu vois, ou type, voilà, tu as également tout simplement des bijoux, d'accord, des bijoux qui contiennent de l'or et de l'argent.
ou tu vois, ou des diamants ou des trucs comme ça, c'est également des stocks de valeur. Ok, alors après c'est des trucs un peu plus complexes, d'accord. Au niveau de la valorisation d'un bijou, c'est un peu plus complexe. L'avantage quand tu fonctionnes avec des pièces d'or ou des pièces d'argent, c'est qu'elles ont une valeur qui est un petit peu, voilà, connue publiquement, d'accord. D'autres choses que tu peux utiliser pour stocker de la valeur, bien entendu, tu vas peut-être avoir, tu vois, la terre, la pierre, hein, voilà, ça c'est aussi des choses qui sont traditionnellement utilisées pour stocker de la valeur. Si tu possèdes un terrain, tu vois, qui est capable de produire, voilà, un terrain qui peut être utilisé pour de l'agriculture ou qui peut être utilisé tout simplement pour y construire des maisons. Voilà, si tu possèdes de la terre, c'est un stock de valeur. Alors après, c'est peut-être moins stable comme valeur que l'or et l'argent, tu vois, ça va dépendre quand même pas mal eh bien des contraintes que tu vas avoir sur la société, notamment le niveau de population. Tu vois, si tu es dans un endroit où il n'y a personne, tu comprends que ton morceau de terrain, il n'y a pas grand monde qui va forcément être intéressé. Voilà. Donc c'est des choses qui sont un peu plus du domaine du spéculatif, on va dire. N'empêche que si tu possèdes du terrain, si tu possèdes un toit, tu vois, si tu possèdes une maison, au-delà des fluctuations des prix, etc., il y a comme une utilité directe, d'accord, si tu es capable de produire de la nourriture, si tu es capable de t'abriter, tu vois, si tu as un toit, de te chauffer, etc., c'est quand même des trucs concrets, tu vois, c'est des trucs tangibles. Par contre, il y a un risque, tu vois, sur l'immobilier, sur le terrain, que tu as peut-être beaucoup moins sur les métaux précieux, c'est que ce ne sont pas des actifs que tu peux bouger, d'accord, c'est des trucs qui sont immobiliers, d'accord, on appelle ça de l'immobilier, c'est-à-dire que tu ne peux pas te déplacer avec, et donc là tu es un petit peu à la merci eh bien, de l'État qui contrôle le territoire sur lequel tu te trouves. Voilà, donc il faut savoir que, d'accord, on parle souvent de la propriété, d'accord, quand tu es propriétaire, malheureusement, hein, je ne sais pas si tu t'en rends déjà compte ou pas, mais malheureusement quand tu es propriétaire, eh bien souvent tu es en fait qu'un locataire de long terme pour l'État, d'accord. Pourquoi? Parce que eh bien, à la minute à laquelle tu vas t'arrêter de payer toutes les taxes qui sont liées à ta propriété, tu vas te rendre compte que en fait c'est pas vraiment toi qui possède le terrain, puisque très rapidement l'État va venir récupérer son dû, d'accord. Voilà. Donc voilà, petit détail comme ça, mais c'est quand même des choses qu'il faut avoir en tête lorsque tu réfléchis à ce type tu vois, d'investissement long terme, de stock de valeur long terme. L'immobilier, pour moi, ça reste un peu plus risqué quand même que les métaux précieux, tout simplement parce que les métaux précieux, tu peux te déplacer potentiellement avec. Alors bien sûr, tu vas avoir tout un tas de complications si tu commences à passer des frontières, etc. Mais même si tu ne peux pas te déplacer avec, ça reste un truc que tu peux enterrer quelque part sous un arbre, tu vois, et puis voilà, et puis oublier ça pendant quelques décennies. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution, tu vois, pour être ta propre banque centrale, d'accord, pour prendre en charge toi-même eh bien, le stockage à long terme de ta valeur, ou tout simplement le management, tu vois, la gestion de la valeur que tu as créée avec ton travail, pour pas confier ça à des institutions qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que toi, qui ont même plutôt des intérêts opposés. Tu as une solution assez récente qui est la solution des crypto-monnaies. Okay, pourquoi c'est intéressant? Alors au niveau de la valuation du prix, tu vois, de ces actifs, on est sur des trucs qui sont extrêmement volatiles. N'empêche que on a quand même un consensus qui est en train de se former, d'accord, au niveau du prix de crypto-monnaies assez importantes comme Bitcoin, tu vois, ou Ethereum. On a un certain consensus qui est potentiellement en train de se former. Et donc, même si c'est très volatile, le gros avantage qu'on va trouver dans les crypto-monnaies, c'est la souveraineté totale hein, que tu vas avoir sur ton actif, d'accord. Encore plus qu'avec de l'or, encore plus qu'avec de l'immobilier, d'accord. Alors, je t'explique qu'avec l'immobilier, tu avais le problème de l'État qui gère le territoire sur lequel tu as ton immobilier. Le problème que tu as avec l'or, c'est plutôt, voilà, dès que tu vas essayer de le transporter, etc., de le déplacer, c'est quelque chose de physique. Donc ça pèse lourd, ça prend de la place, c'est pas très discret. Voilà, c'est un peu compliqué. Avec la crypto-monnaie, si tu veux, tu es au summum de la portabilité, tu es au summum de la souveraineté en fait, que tu as sur ton actif. Tu peux garder le contrôle à 100%. Comment? Eh bien voilà, tout simplement, si tu veux vraiment avoir 100% de contrôle sur ton porte-monnaie crypto-monnaie, il te suffit de mémoriser la clé privée. Alors ça peut être un peu compliqué comme ça, c'est une chaîne de caractères assez longue, n'empêche que c'est tout à fait faisable humainement, ok? Si tu y passes quelques jours, voilà, tu vas probablement arriver à l'avoir bien en tête. Et avec ta clé privée dans la tête, eh bien, tu passes les frontières, tu vas où tu veux, tu es indétectable, d'accord. On n'a pas encore inventé, à ma connaissance, quelque chose qui puisse lire dans ta mémoire. Et donc, tu as une souveraineté maximum sur ton actif. Voilà, et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les crypto-monnaies, tu vois, en addition à des actifs un peu différents comme l'or, tu vois, ou comme des trucs comme l'immobilier. Lorsqu'on parle vraiment de souveraineté financière, c'est que voilà, les crypto-monnaies, c'est des systèmes décentralisés que personne ne contrôle, que personne ne peut censurer, personne ne peut t'empêcher de transporter tes crypto-monnaies avec toi ou de les dépenser, d'accord. Voilà, il suffit simplement de connaître ta clé privée pour pouvoir transporter tes cryptos. Tu peux la mémoriser dans ta tête
et il suffit simplement d'avoir une connexion internet et donc l'accès à ta clé privée pour pouvoir les dépenser, d'accord? Donc c'est relativement facile dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, 3 classes d'actifs auxquelles les métaux précieux, peut-être un petit peu l'immobilier, peut-être les crypto-monnaies, tu vois, des choses qui te permettent vraiment d'augmenter ta souveraineté financière, des actifs avec des caractéristiques différentes. Il faudrait voilà, faire des vidéos spécifiques sur chacune de ces classes d'actifs pour vraiment en discuter en profondeur. Je pense que c'est super important, hein, cette notion d'être sa propre banque centrale, cette notion d'être souverain sur ses finances personnelles, cette notion, si tu veux, de prendre en charge toi-même la valeur que tu crées. Okay, tes économies, ton épargne, c'est quelque chose que tu dois vraiment gérer toi-même, d'accord? Tu peux pas laisser gérer ça à des institutions, à des entités qui ont des intérêts qui sont contraires aux tiens, d'accord? Si tu fais ça, tu es simplement dans la naïveté, tu es simplement, si tu veux, pas en train de faire les meilleurs choix pour toi-même. Alors attention, l'objet de cette vidéo, c'était pas du tout de te dire de, tu vois, ne rien mettre dans une banque ou ne pas du tout utiliser l'euro ou le dollar, tu vois, pas du tout, ok? Là, je te parle simplement d'alternatives et je te parle surtout de mindset. C'est vraiment la compréhension de ces principes et de savoir ce que tu fais quand tu le fais, ok? De savoir que quand tu utilises de la monnaie centrale, de la monnaie fiduciaire, de l'euro, du dollar, etc., eh bien, tu es tout simplement en train d'utiliser le produit, tu vois, tu es en train de donner de la force, tu es en train de donner de la valeur à ces institutions financières qui travaillent contre tes propres intérêts. Et donc, eh bien, j'espère que tu vas comprendre ce principe, j'espère que tu vas l'appliquer dans ta propre vie et tu vas voir, c'est le genre de principe qui ont l'air de rien comme ça, mais qui peut avoir un effet boule de neige assez important au fur et à mesure des années. Si tu as aimé cette vidéo, voilà, laisse-moi un like, laisse-moi un petit commentaire pour discuter de toutes ces questions, je trouve ça super intéressant. Et puis, abonne-toi bien entendu à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partage cette vidéo avec tes amis. C'était Max Polizzo et je te dis à très bientôt.